Avoir la curiosité et chercher. Savoir travailler en groupe. Avoir envie de faire des expériences. Faire des recherches. Penser différemment. Être motivé à trouver des réponses. Je pense que c'est s'intéresser aux sciences. Quand on a tout le temps envie d'inventer de nouvelles choses. Avoir l'esprit scientifique, ça veut dire créer des nouvelles choses. Créer des choses pour améliorer notre quotidien. Pour moi, l'esprit critique, c'est quand, par exemple, quelqu'un invente quelque chose et il donne son opinion. Avoir l'esprit critique, on peut ouvrir des débats. Ce sont des gens qui donnent des conseils à d'autres gens qui créent des choses. C'est quand, par exemple, il y a un critique qui va dans un restaurant, il va critiquer, peut-être c'est bon ou peut-être c'est pas bon. Donc ça peut être positif quand c'est bon, parce qu'il y a une bonne critique. Le projet pédagogique Esprit scientifique, esprit critique, initié par la main à la pâte, propose aux élèves et aux enseignants d'affûter les outils leur permettant de se forger un avis sur le monde en s'appuyant sur des séances de sciences. Bien observer, tester, expliquer, apprendre à sous-peser l'information, s'y appuyer pour argumenter, cultiver ses capacités de collaboration et d'entraide, développer son imagination pour innover. Ces compétences sont au cœur de la pratique des sciences et, une fois acquises, peuvent être mises à profit dans la vie quotidienne pour se faire une vision solide et honnête du monde. Pour favoriser cette approche, les activités proposées aux élèves font porter l'attention sur la démarche d'esprit, les stratégies, les procédés employés pour résoudre un problème ou une énigme, puis à la possibilité de l'utiliser dans des situations de la vie de tous les jours. Mais mieux comprendre ce qu'est la science, sa manière de construire des connaissances de façon rigoureuse, permet aux élèves de distinguer plus sûrement les connaissances des opinions. Nous retrouvons des élèves de CM1-CM2 dans un jeu de rôle où ils incarnent des équipes de paléontologues. Chaque groupe observe des os fossiles découverts lors de fouilles et cherche à reconstituer le squelette animal à partir de ces os. C'est un être humain? Non. Être humain, il est plus grand que ça. Toi, t'es un être humain. Mais il faut pas mettre un... Mais à votre avis, la pâte, ouais, ici. Non. Ah non, regardez, c'est les mêmes parties, celle-là et celle-là. Regarde. Non, c'est les mêmes os, ces deux-là. Enfin, à peu près. On est un qui est plus gros. Mais regarde dans l'autre, il n'y a pas... Peut-être qu'il faut le mettre comme ça. Maintenant, la colonne vertébrale, elle est comme ça. Ça peut être soit une patte, soit sur son bras. Allez, est-ce que vous pensez que c'est une colonne vertébrale? Tu peux le noter. Bon, c'est vraiment que c'est un crâne parce que ça fait un peu bizarre. Ça fait un peu bizarre, non? Ça pourrait être son ventre. Son ventre. Une colonne vertébrale, et là on a mis dans quel type d'animal pensez-vous qu'il s'agit? On a mis un kangourou et on allait mettre un crapaud. Ah, donc plutôt quelque chose qui rebondit, qui saute. Là, D'accord. il y a les pattes un peu qui sont pliées. D'accord. Et c'est d'une petite taille. Ok. D'accord. On pense que c'est un lézard parce que le crâne, on dirait ça peut pas être un crâne de mammouth et un autre animal. Si on rajoutait des parties et on mettait la peau verte, ça pourrait faire un lézard. Pourquoi vous pensez que c'est un lézard? À part qu'il a une longue queue. Est-ce qu'il est? Par rapport à sa taille, d'accord? En longueur. Et il est allongé, c'est ça que tu veux dire? Il faut le mettre ça, il faut l'expliquer. Il est petit. Si, il marche comme ça. Comment elle est cette colonne? Elle est longue. Et le fait qu'elle soit longue, du coup, ça vous fait penser à un dinosaure ou Un reptile. ou un lézard ou un reptile. D'accord? Il faut justifier, argumenter. Grâce à ses yeux, Grâce à la forme de sa tête, de son crâne. la forme de son crâne,
et sa colonne vertébrale, elle est longue. Et ça lui fait penser à une queue. Voilà, donc grâce. Le 3e jour de fouille, chaque groupe reçoit une nouvelle enveloppe avec 3 os découverts. Les élèves reprennent l'activité de reconstruction en intégrant les nouvelles trouvailles distribuées par l'enseignant. Décale un peu plus parce qu'il manque un truc là. Ça après la semaine prochaine. On avait dit que ça ressemblait à une grenouille. Quels éléments vous avez trouvés en plus? Comment on pourrait appeler ça là? Vous l'aviez pas? Par exemple, vous l'aviez pas la dernière fois? Non. Le moment est venu de se rendre au laboratoire pour consulter des documents de référence à la recherche d'animaux semblables à celui reconstitué. Les équipes pourront ainsi comparer leurs découvertes. Ici c'est 4-4, ici c'est 5 et c'est la même chose sur le squelette. D'accord. Il y a 4 doigts et Il y a 8 doigts ici. Et là c'est littéralement 4 doigts avant et 5 doigts arrière. Et lui il a 4 doigts, il a 4 doigts. Mais Non, lui il a pas 4 doigts, regarde 3 plus 2 est égal à 5. lui il a 5 et 5. Lui il a 4 et 5, donc ça peut que être lui. Une mise en commun est organisée pour comparer les différentes interprétations. Quelle interprétation semble être la plus plausible? Est-ce que les équipes de chercheurs ont trouvé un consensus? Comment les interprétations ont-elles évolué au fil des trouvailles? A-t-on changé d'idée après s'être confronté avec les autres équipes? Il a 4 doigts en haut et 5 doigts en bas. Ils ont le même crâne et la queue pas. La queue, il y a une différence puisque la queue elle est plus petite que l'autre là-bas, elle est plus longue. D'accord. On a dit que c'était une salamandre car sur le squelette et sur notre squelette qu'on a reconstitué, et il y avait les 5 doigts ici, les 4 doigts ici et que c'était pareil sur notre squelette. Et que le lézard fait pas la même forme que le squelette qu'on a reconstitué. D'accord. L'enseignant invite les élèves à réfléchir à ce que cette démarche scientifique représente dans la vie de tous les jours. Y a-t-il des situations dans lesquelles on sent la nécessité de multiplier les observations, d'avoir plus d'indices pour résoudre un mystère? Des situations où on se confronte avec d'autres pour enrichir ses connaissances, où on doit changer d'idée parce que les nouveaux indices trouvés par soi-même ou avec d'autres nous forcent à revoir nos opinions? C'est en mettant ensemble les observations des uns et des autres, en leur donnant une cohérence, qu'on peut se rapprocher de la vérité. Au cours de cette séquence, les élèves doivent trouver le plus d'informations possible sur les objets contenus dans une boîte sans l'ouvrir. Ils vont mener une première recherche en manipulant la boîte, en la sentant, en la secouant, et vont émettre des hypothèses à partir des observations faites. La question c'est... Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah. Ça sent la menthe. On pense que c'est un chaton, c'est un petit chaton avec la petite clochette. Des miaulements aussi, on l'entend. On entend aussi des miaulements. Mais non, c'est une clochette, tu vois pas ça? Ah, ça roule. Là, il n'est pas trop touché. Mais il y a des trucs de partout. Ah, j'ai l'idée. Il y a une cloche, mais il y a une bille à l'intérieur. Je sens que ça roule. Je crois quelque chose qui passe. De la semoule, mais oui. Ouais, c'est bon. On dirait du sable. On a entendu des bruits de métal, 2 choses en métal qui se cognent. Une vis et une cloche. Nous, on a pensé que ça pourrait être des pièces, des petites pièces qui se cognent. Nous, on pense que c'est 2 outils métalliques. De cette manipulation de plus en plus fine émergent des indices, des odeurs, des sons, certaines sensations tactiles. Nous, on a trouvé que si on mettait une main en dessous et une main au-dessus et qu'on bougeait doucement la boîte, on pouvait entendre et sentir l'objet qui roule bouger. Qu'est-ce qu'on peut inventer comme solution pour vérifier que c'est bien un bruit de métal qu'on entend? On peut prendre les objets qu'il faut, un carton qui est ouvert, qui est pas totalement fermé comme la boîte. On met l'objet dedans et on secoue et en même temps une autre personne secoue la boîte fermée pour comparer. Les élèves arrivent progressivement à l'idée d'utiliser une boîte témoin pour comparer.
L'enseignant leur met du matériel à disposition, incluant des objets réellement contenus dans la boîte. D'autres objets n'ayant rien à voir du tout. Dans la boîte, on a mis des pièces. Et en fait, on secoue les deux en même temps pour voir si c'est le même bruit. C'est bien ça? Si, c'est pareil. Mais quand ça claque, regarde. Parce que quand les pièces elles se cognent, et ben ça fait un petit bruit de clochette, mais c'est pas le même bruit qu'on a entendu dans la boîte. Quand la bille elle touche, et ben ça fait le même bruit que ça fait dans le carton. Et quand on le met dans la boîte, et ça fait pareil aussi. Je crois que ça suffit. Hein. Mais le 3 parce que sinon, si on entend. Pour certains, le protocole choisi consiste à peser les objets afin de comparer la masse du contenu de la boîte mystérieuse avec celui de la boîte témoin. 24 grammes. 165. En fait, on a pris plusieurs objets, on les a pesés et on les a pesés avec la boîte et on a pesé la boîte mystère et ça faisait le même résultat. Donc si nos calculs sont bons, c'est que c'est la même chose. En fait, c'est bizarre parce que tout à l'heure, on n'a pas du tout trouvé le même poids. Par exemple, pour la boule, là, elle fait 0 g et tout à l'heure, on avait trouvé 3 grammes. C'est peut-être parce qu'on ne positionne pas au même endroit. On va retester tout. N'oubliez pas, à chaque fois que vous changez d'hypothèse, de remplir votre fiche de suivi. Dessus, il doit y avoir vos observations et surtout vos conclusions par rapport à votre test. Ne passez pas à l'hypothèse suivante tant que celle-ci n'est pas complétée. L'enseignant insiste pour que toutes les nouvelles observations soient notées sur une fiche de groupe. Les hypothèses sont modifiées en conséquence et celles qui sont fausses, éliminées. Vous me dites ce que vous avez fait exactement, le protocole que vous avez mis en place et la conclusion que vous en avez tirée. On a pris la boîte mystère et on a pris un aimant. Quand on le colle, ça reste dessus. Ça veut dire que c'est un objet métallique qui est à l'intérieur qui est collé sur le rebord. On a pris une balle de ping-pong, on l'a mis dans la boîte pour voir si ça faisait le même bruit. Et on a dit que ça faisait le même bruit que dans la boîte. Vas-y, Nesrine. Chaque groupe est invité à présenter, à comparer ses résultats et à en discuter collectivement à la lumière des observations et des tests réalisés. Parce qu'il y en a qui ont l'idée de la balle de ping-pong, il y en a qui ont l'idée de la bille, on a testé un objet plus lourd. Qu'est-ce qui serait intéressant de mettre en place là au tableau? D'essayer un par un tous les objets ronds pour voir si ça fait le même bruit que dans la boîte mystère. Allez, donc on met son objet dans la boîte, on ferme correctement la boîte. On écoute une fois la boîte mystère. Pour conclure cette séquence, l'enseignant lance une discussion pour faire le point sur les démarches utilisées, les faire expliquer par les élèves et les formaliser. Finalement, que nous a appris cette activité? Qu'est-ce qu'on a compris à travers cette activité? On a appris qu'on ne peut pas toujours observer. Est-ce que quelqu'un peut rebondir sur son idée et me dire pourquoi Hichem nous dit qu'on ne peut pas toujours observer? Quand on avait la boîte devant nous, on ne pouvait pas voir parce que c'était fermé. Qu'avez-vous mis en place justement puisqu'on ne pouvait pas observer? On essayait d'écouter les bruits qu'il y avait dedans. Qu'est-ce que vous avez mis en place réellement pour combler ce manque? On a utilisé les autres sens qu'on avait. Qu'est-ce que vous avez fait d'autre? On a émis des hypothèses. Émettre des hypothèses. On a appris à changer d'hypothèse à chaque nouvelle observation. Émettre des hypothèses, mais aussi changer d'hypothèse. On a manipulé la boîte. On a senti. On a manipulé, on a secoué, on a senti. Si on s'était arrêté uniquement là, est-ce qu'on aurait une conclusion? Des hypothèses. On a mis en commun. Mettre en commun. Si on fait tout seul et on ne fait pas en commun, peut-être que des autres groupes ont trouvé d'autres choses que nous, on n'a pas trouvées et qui pourraient marcher. Qu'est-ce qui vous a permis de tirer des conclusions?
Pour trouver des conclusions, on a essayé de faire des expériences permettant de voir si nos idées étaient bonnes. On a utilisé une autre boîte de la même taille, comme ça on a pu comparer. On l'a appelée comment cette boîte? La boîte témoin. Les activités précédentes, quelle est celle où on a aussi procédé par élimination? Chut. Si on sait, on lève la main, on se tait. À quel moment dans l'activité sur les eaux, vous avez procédé par élimination? À quel moment? Quand on a dû choisir entre le Vous aviez... le branchioseur et C'est la salamandre. la salamandre. Enfin, l'enseignant propose aux élèves d'ouvrir la boîte mystérieuse afin de découvrir les objets cachés. Comment on aurait pu imaginer qu'il y aurait une plume à l'intérieur? Qu'est-ce qui vous a surpris en ouvrant la boîte? Ce qui m'a étonné, c'est qu'il y avait une plume. On ne pouvait pas émettre des hypothèses dessus vu qu'on ne l'entendait pas. On ne pouvait pas émettre d'hypothèse. Est-ce que c'était possible d'émettre une hypothèse sur la plume? C'est ça la question. Bah, une plume, on peut pas la sentir, enfin, on peut pas l'entendre non plus parce que c'est tout léger. Alors pourquoi a-t-on eu l'idée de mettre une plume dans cette boîte? Qu'est-ce que ça nous apprend, la présence de la plume dans cette boîte? Nous, on s'est que focalisé sur les choses qui faisaient du bruit et on s'est pas dit peut-être qu'il y a une chose qui faisait pas de bruit à l'intérieur. On ne peut pas toujours être sûr qu'il n'y a que ça dans la boîte et qu'il n'y a pas quelque chose d'autre. Si on parle de science, qu'est-ce qu'on a voulu vous apprendre à travers cette plume à propos de la science? De ne pas avoir toujours raison. Et souvent, on fait des expériences et pour notre conclusion, on a toujours des petits doutes. Les vrais scientifiques, peut-être qu'eux, ils n'ont pas la peine de faire 4 séances pour trouver ce qu'il y a dans la boîte. Ils scannent la boîte et ils trouvent ce qu'il y a dedans, sans l'ouvrir. Donc en quoi cette activité développe l'esprit scientifique et l'esprit critique? Moi, j'ai appris qu'il ne faut pas toujours être sûr de soi, il faut toujours avoir 1% de mauvais... Ce que Ryan veut dire, c'est que même si on a 99% de bons, il y aura toujours 1% de doute où on ne serait pas toujours d'accord. Je sais pas comment expliquer. On a appris à changer d'idée. On a appris à se vérifier nos hypothèses. Ça m'a appris à utiliser d'autres sens. Moi, ça m'a appris un petit peu comment il fallait faire pour faire une vraie recherche scientifique. C'est-à-dire? C'est-à-dire le chemin qu'il fallait faire pour avoir certaines bonnes réponses. Moi, j'ai appris à travailler en équipe. On travaille en équipe, on cherche des trucs et parfois, quand on a un doute, on le cherche en équipe. En équipe, on va faire moins d'erreurs et on va trouver plus de choses, alors que quand on est tout seul, on va faire beaucoup plus d'erreurs et on va trouver moins de choses.